J'avais envie de, à mon échelle, avoir un impact sur les femmes, d'aider les femmes. J'avais envie de pouvoir faire avancer les choses. Moi, là-bas, je suis une personne créative. Je me suis jamais dit initialement, voilà, je vais faire une marque éco-responsable, et ça a coulé de source. Ça donne un sens incroyable à ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des matières et c'est un enjeu fondamental. Il faut recycler, bien évidemment, pour lutter contre ce gaspillage industriel textile. Mais on parle un peu moins des hommes, je trouve. Et nous, c'est vraiment cette balance sur ces deux sujets-là qui sont tout autant fondamentaux l'un que l'autre. C'est con, on parle de vêtements, donc si t'as envie d'une robe rouge, je sais pas, avec des volants drapés, etc., tu peux la chercher pendant 15 jours, le temps de la trouver. T'as pas besoin d'en acheter une que tu trouves directement, qui est neuve. Aujourd'hui, je pense que toutes les marques qui vont se créer ont un devoir moral de faire de leur mieux, ou en tout cas avec un engagement. La clé essentielle du féminisme, je pense, c'est la notion de sororité. Et ça, je l'ai beaucoup développé dans mon travail, avec les femmes avec lesquelles je travaille, mes clientes essentiellement. Et en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans ce métier. Quand j'ai eu des bébés, je me disais, mais c'est quand même dingue, on leur met du benzène sur la peau, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, si un jour je devais faire quelque chose, je ferais des vêtements où il n'y a pas de produits, dans lesquels il n'y a pas de produits chimiques pour les bébés. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée, sur le féminisme et l'écologie. Une discussion avec des femmes entrepreneurs, activistes, stylistes, mannequins, des femmes bien décidées à se battre pour faire bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable et moins polluante pour notre planète. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je dresse le portrait de ces femmes engagées. Cette semaine, je donne la parole à Marie-Anne Guyenne, la fondatrice de We Dress Fair, un e-shop de mode responsable. Dans cet épisode, Marie nous parle d'éthique. Cette éthique chevillée au corps qui caractérise une personne et une entreprise. Pas celle que l'on aurait un jour et que l'on abandonnerait le lendemain. Non, elle parle de cette responsabilité, cette cohérence de la production d'un vêtement jusqu'au choix de sa banque ou de son fournisseur d'électricité. Parce que cette éthique-là est devenue indispensable pour construire un autre monde. Un monde dans lequel l'appât du gain, le volume, les bas prix n'auraient plus leur place et seraient devenus obsolètes. Un monde plus responsable où toutes les entreprises répondraient à des besoins concrets, où toutes les entreprises seraient à taille humaine. Avant de lancer cet épisode, je voulais aussi vous dire que la moitié de vos dons seront désormais reversés à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Un projet incroyable créé pour accueillir toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences. Et quand je parle de dons, il s'agit de vos abonnements et de vos contributions. Car pour continuer à réaliser tous les formats de Nouveaux Modèles, j'ai besoin de vous. Alors vous pouvez vous abonner au podcast en payant 2 €, 6 € ou 10 € par mois ou en faisant un don ponctuel. Il suffit de cliquer sur les liens que vous trouverez dans les notes, les détails de cet épisode. Alors un immense merci pour toutes vos contributions. Je laisse maintenant la place à Marie et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour moi pour enregistrer cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu et comment ça se passe pour We Dress Fair en ces temps un peu compliqués ? Salut Chloé, merci en tout cas de m'inviter pour pouvoir parler un petit peu de We Dress Fair. Écoute, nous ça va, on a dû s'adapter. Du coup, les équipes sont pas forcément à temps plein. C'est pas forcément une période qu'on avait anticipée quand on commence à débuter une boîte. Mais pour l'instant, ça va. On a eu 2 semaines au tout début qui étaient particulièrement compliquées parce qu'on ne savait pas trop les aides, etc. Puis après, petit à petit, ça s'est décanté et là, ça va. Le moral des troupes est remonté et tout le monde prépare l'après, quoi. Ok, génial. Écoute, tant mieux. Alors, si tout va bien et si tu as le moral, c'est important, c'est le principal. Alors, pour débuter cette discussion, j'aimerais bien commencer par ton parcours. Ouais. Parce que, donc, avant de créer We Dress Fair, tu étais ingénieur dans la recherche en cancérologie, si je dis pas de bêtises, et puis si j'utilise les bons termes. Mais je me demandais ce qui avait provoqué le basculement vers la mode. Pourquoi tu as décidé de changer de voie ? Parce que pour le coup, ça a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir, absolument. Alors, j'étais ingénieure d'études, donc en fait, je travaillais dans la recherche en cancérologie et biotechnologie. Et en fait, ça s'est
pas forcément fait tout de suite, et c'est pas souvent on entend les entrepreneurs qui disent j'ai eu un déclic et là je suis partie et j'ai monté ma boîte, enfin, et non, moi c'est pas du tout passé de cette façon-là. C'est venu assez progressivement en fait, et en fait c'est suivant plusieurs avancements dans mon projet professionnel. Donc quand on fait de la recherche, en fait on fait quand même de la recherche pas pour le salaire, pas pour la reconnaissance, puisque personne ne comprend ce qu'on fait. On n'a pas un salaire mirobolant non plus. Mais du coup, la plupart des gens qui font de la recherche, c'est parce qu'ils sont passionnés par les questions sur lesquelles ils travaillent. Et puis, c'est aussi une recherche de sens, en fait, à côté. Et donc, pas forcément sur des choses très recherche de profit, etc., ou travailler pour une entreprise qui fait du profit. Donc, c'est vrai que moi, j'étais partie là-dedans pour ces raisons-là. Et petit à petit, en fait, je me suis un petit peu déconnectée de la raison pour laquelle je travaillais dans la recherche, pour plusieurs raisons. Le fait que j'avais pas la main sur tout le projet, donc c'est un peu compliqué quand on cantonne une personne qui a envie de faire plein de choses à un rôle très spécifique. Moi, on m'avait collé le rôle de la biologiste, et du coup, je devais être la biologiste sur un projet qui était très pluridisciplinaire. Et c'est vrai que moi, j'avais envie de toucher à tout, et je pense qu'il y a aussi le sang entrepreneurial qui se réveillait un petit peu à ce moment-là et qui disait, écoute, c'est cool d'être la biologiste, mais en fait, moi, j'ai commencé à apprendre à coder à ce moment-là, etc. Donc, j'avais un petit peu aussi envie de guider le projet, enfin, avoir un peu plus de liberté là-dessus. Et donc je perdais aussi petit à petit le sens de mon travail, j'avais moins d'intérêt en fait dans ce que je faisais, et puis petit à petit, en fait, à côté de ça, je me suis engagée dans des associations, et donc notamment une association qui s'appelle Le Carillon, qui lutte contre l'exclusion sociale en créant un réseau de commerçants solidaires. Et j'étais bénévole dans cette association-là, et je trouvais ça génial ce qu'ils faisaient, et ça avait un vrai sens sur le terrain tout de suite, en fait, et ça me remettait complètement, en fait, dans le rôle et l'envie que j'avais d'avoir sur la société d'aujourd'hui. Et c'était pas forcément que pour aider les personnes qui étaient nécessiteuses, mais c'était aussi, en fait, pour pouvoir montrer qu'on pouvait aider sans être une Wonder Woman. En fait, c'est à petite échelle, on peut faire plein de choses. Et le Carillon, il faisait quelque chose que j'adorais, c'était la soupe impopulaire. Il faisait des soupes qui étaient du coup faites par des personnes démunies ou des personnes qui sont à la rue pour les habitants du quartier. Donc en fait, les rôles sont complètement inversés. Et je trouvais ça génial, en fait, pour sensibiliser sur ces questions-là. Et du coup, petit à petit, en fait, quand j'étais dans ce rôle-là d'être en fait sur le terrain, quoi, je me sentais vraiment vivre pleinement, et je me suis dit que c'était là, en fait, que j'avais vraiment un rôle à jouer, et que je pouvais peut-être aussi faire parler un petit peu plus mon côté entrepreneurial. Et du coup, j'ai commencé après à aider aussi une association dans une recyclerie. Donc qui récupèrent des vêtements, des objets, etc., qui les retapent, qui les trient par des personnes qui sont en insertion professionnelle. Et c'est là, en fait, à ce moment-là, que je me suis rendu compte du gâchis de vêtements qu'on faisait en France et partout ailleurs, mais notamment les tonnes de t-shirts et de jeans qu'on récupérait et qui ne servaient absolument à personne, en fait, que même les personnes qui en ont besoin, ils n'ont pas besoin de ça, ils en ont trop. Et après, en fait, c'est venu, en fait, d'une personne qui était à la rue. Donc, c'est un peu long comme histoire, parce qu'en fait, c'est tellement pas un truc qui a déclenché la chose, que du coup, c'est plusieurs choses, en fait. C'est un ensemble d'événements qui m'ont amené, en fait, à aller vers l'entrepreneuriat social et à aller vers l'industrie textile. Et du coup, ça vient aussi notamment d'une personne qui est à la rue. Donc, c'était la question des femmes à la rue. Ça m'intéressait énormément parce que elles ont énormément besoin d'aide, notamment sur les questions d'hygiène. Et du coup, en fait, elle disait, moi, j'ai pas besoin de t-shirt, j'ai pas besoin de jeans, mais moi, j'ai besoin de sous-vêtements, j'ai besoin de culottes, en fait.
Et avec tous les t-shirts que j'ai récupérés qui sont du jersey, en fait, tu peux en faire des culottes. Dans un t-shirt d'homme XXL, tu peux faire 4 culottes. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est que j'ai acheté une machine à coudre, j'ai commencé à faire des culottes pour les personnes qui sont dans la rue. Et en fait, après, je me suis dit, en fait, c'est fou le nombre de textiles qu'on a aujourd'hui, qu'on voit comme des produits finis et non plus comme de la matière première directement et localement mobilisable. Et qu'en fait, la plupart du temps, on les envoie à l'étranger, dans des fripes à l'étranger, avec lesquelles en fait on noie les marchés là-bas. Donc on a les fripes françaises, enfin européennes et d'Amérique du Nord ont complètement détruit l'industrie textile africaine, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. C'était assez effarant quand j'ai regardé les chiffres. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, notre merde, si je puis dire, il faudrait qu'on la garde chez nous, quoi. C'est con à dire, mais si on surconsomme en Europe, eh ben, on doit transformer en Europe, quoi. Et du coup, j'ai commencé à créer un projet de récupération de tissus entre particuliers. Et du coup, après, j'ai étendu un petit peu aux chutes d'industrie pour les personnes qui font de la couture à la maison ou pour les petits créateurs qui avaient besoin de matières premières qui soient plus éco-responsables puisque déjà produites. Et en fait, ce petit projet-là, il a été sélectionné à un parcours d'entrepreneur qui s'appelle Ticket for Change. Et du coup, j'étais déjà dans le textile. Je m'étais un petit peu, j'avais un petit peu regardé toutes les problématiques de l'industrie textile et aussi au-delà du gaspillage des vêtements et au-delà du recyclage. Et j'ai rencontré Antoine qui montait le projet de We Dress Fair sur, le parcours Ticket for Change. Et à ce moment-là, on s'est dit quand même. Enfin, à ce moment-là, il m'a dit. Il m'a dit, c'est cool, Marie, tu t'attaques à la conséquence d'un truc qu'on est en train de créer tous les jours. Il a dit, ça serait cool qu'on s'attaque ensemble à la cause, qui est la surconsommation, la surproduction, etc. Et du coup, c'est tout ce qu'on essaye de combattre avec We Dress Fair aujourd'hui. Ok, donc c'est comme ça que tu as rejoint en fait ce site de e-commerce qui rassemble des marques de mode responsable et qui était en construction. À ce moment-là, c'était il y a combien de temps exactement ? C'était juin 2017. D'accord, ok. Ouais. Ok, et donc pour We Dress Fair, vous sélectionnez des marques, les marques que vous vendez sur ce site, vous les sélectionnez selon une charte. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment vous les sélectionnez ? Quels sont les critères ? À quoi ressemble la charte pour qu'on ait un peu une idée des critères ? Parce que je crois que c'est assez exigeant. Vous poussez la réflexion assez loin dans vos choix et dans votre sélection. Ouais, en fait, du coup, avec Antoine, on s'est dit... Le but, c'est de combattre du coup les marques qui surproduisent et de revenir vers une consommation raisonnée. Et du coup, on voulait mettre en avant les marques de mode qui font les choses bien. Mais du coup, il fallait définir ce que c'était faire les choses bien. C'est sûr. C'est pas évident pour tout le monde. Et tout le monde n'a pas la même définition. C'est surtout ça, en fait, qu'on a dû poser, quoi. On a dû poser ces bases-là. Et on s'est entouré d'experts du secteur pour, en fait, écrire cette charte. En gros, on a 2 gros critères de sélection. Donc, on sélectionne les marques en fonction de leur engagement social et environnemental. Sur la partie sociale, on va regarder du coup sur toute la chaîne de production de la marque, dans quelles usines elle fabrique les vêtements et quelles sont les conditions sociales dans lesquelles les travailleurs travaillent dans ces usines-là. Donc, on s'appuie. En fait, il y a 2 cas de figure. Aujourd'hui, en fait, il faut savoir, il n'y a pas d'audit qui existe pour les usines qui travaillent à moins de 50 ouvriers. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de standard. Donc, s'il n'y a pas de standard, il n'y a pas d'audit. Donc, pour les usines à moins de 50 ouvriers, aujourd'hui, on s'appuie sur une charte qu'on a écrite nous-mêmes qui, du coup, s'appuie sur les fondamentaux de l'Organisation internationale du travail et les standards pertinents, d'autres standards pertinents. Mais en général, ces usines-là, elles se trouvent en Europe et chez nous, en tout cas, la totalité, c'est au Portugal ou en Espagne. Donc, c'est des usines qui sont aussi régies par les lois des pays européens qui sont assez contraignants et qui garantissent, en tout cas, du point de vue des marques et de notre point de vue, qui garantissent les minima sociaux qui sont définis par l'Organisation internationale du travail. Donc là, les marques signent des chartes en fait, d'engagement éthique avec nous.
Et elles s'engagent à aller visiter les usines au moins une fois par an. Et en général, on n'a même pas besoin de leur faire signer ça. Elles y vont même beaucoup plus d'une fois par an. Et après, il y a un deuxième cas de figure. Donc, il y a les usines de plus de 50 ouvriers qui, en général, se trouvent pas forcément en Europe, mais peuvent se trouver en Asie du Sud-Est. Beaucoup. Et là, par contre, on est hyper exigeant là-dessus. Donc là, on s'appuie vraiment sur des audits externes, donc des labels et des normes qui sont déjà définies et qui sont pertinents dans le secteur. Parce qu'il y en a qui sont quand même assez moins strictes. Et c'est pour ça que ça, on l'a vraiment défini avec des experts. Et du coup, on s'appuie sur quelques labels. Donc il y a Fairware Foundation, il y a Fairtrade, il y a SA8000 qui va pas assez loin pour nous. Donc pour nous, il y a SA8000, mais au-delà de SA8000, du coup, on demande aussi d'autres normes. D'accord, d'autres garanties. Ouais, okay. D'autres garanties. Et après, il y a le côté environnemental. Et donc, le côté environnemental, là, on a fait toute une liste de matières premières qui sont à privilégier dans l'industrie textile aujourd'hui. Donc là, c'est pareil, on s'appuie sur des experts, des avis scientifiques, des revues scientifiques aussi. Et du coup, on a fait une liste qui est non exhaustive, puisque tous les ans, enfin tous les mois presque même, il y a des nouvelles matières qui sortent. C'est vrai. Et du coup, on doit quasiment se mettre à la page tout le temps. On découvre des trucs des fois. Et du coup, nous, on se base sur... il faut que une marque qui rentre chez We Dress Fair, c'est une marque qui a plus de 70% de sa collection totale qui est en matière éco-responsable. Et on considère qu'un produit est éco-responsable s'il a plus de 90% de sa matière totale qui est en matière éco-responsable. Donc, c'est sur ça qu'on est quand même assez exigeant. C'est 70% de la collection totale, en fait, ça évite les collections capsules de certaines marques qui utilisent leur communication pour parler de 2% de leur production. Ouais. Et du coup, nous, avec ces chiffres-là, en fait, ça nous permet d'éviter ce type de marque-là. Et de greenwashing, finalement, un petit peu, parce que... Ouais, c'est ça. En fait, il y en a qui ont une vraie volonté derrière, mais c'est vrai que quand on communique autant sur des produits qui représentent vraiment pas la majorité, on a tendance, nous, à se dire que la marque veut vraiment verdir son image et faire penser que tous ces produits sont de la même qualité que les produits éco-responsables qu'ils développent. Et est-ce que vous avez un critère aussi sur la quantité de vêtements qui est produite ? Eh ben justement, ouais, c'est un truc que dernièrement on y a pensé. C'est pas un truc qui nous est venu tout de suite, mais effectivement c'est quelque chose qu'on va mettre en place et on est en train d'y réfléchir. Donc après c'est assez compliqué parce que en fait les marques de mode éthiques aujourd'hui elles sont tellement petites par rapport aux autres que c'est pour ça qu'en fait on n'y pensait pas parce qu'on. Ah oui, je me doute. Ouais. On s'est toujours dit au début, on s'est toujours dit de toute façon, elles auront jamais la production des géants de l'industrie textile, mais c'est vrai que petit à petit, c'est une question qui est en train d'arriver, ouais. Ok, c'est intéressant. Ok, donc là, vous êtes en train de travailler dessus pour la mettre en place après dans un futur proche. En fait, c'est savoir quelle est la quantité de vêtements nécessaire pour une certaine zone donnée. Et du coup, ce que disait Julia Ford dans un TEDx qu'elle disait il y a pas longtemps, c'était il y a pas besoin. Une forêt, c'est plein de petits arbres, c'est pas 4 arbres gigantesques. Et du coup là, c'est un peu faire une étude sur savoir à peu près combien de marques pourraient distribuer un marché spécifique, quoi. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller écouter ce TEDx de Julia Ford qui est incroyable. Je remettrai le lien dans les notes de l'épisode, également aussi avec un peu toutes les références que tu viens de citer sur les labels, parce que c'est pas forcément évident de s'y retrouver, mais je remettrai tout ça dans les notes de l'épisode si jamais les personnes veulent aller creuser un petit peu plus. Même sur votre site, vous avez aussi beaucoup d'informations. On va y revenir d'ailleurs, mais je peux même te poser la question maintenant. En fait, vous êtes plus qu'un site de e-commerce, vous êtes un site aussi d'information finalement pour le grand public. Ouais, en fait, quand on a commencé à définir les missions de We Dress Fair avec Antoine, on s'est dit, nous, on veut pouvoir proposer les alternatives aux personnes qui en ont besoin aujourd'hui. Donc ça fait 50% de notre travail. Donc c'est le e-shop, etc., tous les vêtements qu'on voit aujourd'hui sur le site. Et 50%, c'est de la sensibilisation et de la pédagogie. En fait, 50%, c'est permettre aux consommateurs aujourd'hui de pouvoir repérer si un vêtement est éco-responsable ou pas, quels sont ses arguments pour valider cela, est-ce que du coup elles sont dans une démarche de transparence et de traçabilité, etc. Du coup, c'est vrai que aujourd'hui, on est plus qu'un e-shop, effectivement.
on se donne vraiment pour mission de permettre à chaque personne de pouvoir consommer de pouvoir repérer et consommer de façon transparente. Toute la partie pédagogie, sensibilisation, elle est là pour les consommateurs, mais elle est là aussi pour montrer aux marques ce que demandent les consommateurs aujourd'hui. Et c'est intéressant que tu utilises le mot transparence parce qu'il revient beaucoup sur le site de WeDresser. Et donc, j'aurais aimé avoir ta définition. C'est quoi une marque transparente finalement? Ouais, c'est compliqué à définir. Je veux dire, c'est pas forcément si objectif. Enfin, ça peut paraître pas si objectif que ça. Parce qu'une marque, elle peut se dire très transparente, mais en fait, ce qu'elle dit pas, on le saura jamais. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, il y a des marques qui sont ultra transparentes, et puis en fait derrière, elles nous cachent la moitié de ce qu'elles font mal, quoi. Nous, on a tendance à dire que c'est des marques qui peuvent et qui communiquent aujourd'hui sur ce qu'elles font aussi pas bien. Donc et sur la cohérence globale de leur projet. Aujourd'hui, une marque peut se dire aussi responsable qu'elle veut, si elle surproduit une quantité de vêtements dont personne n'a besoin et que finalement elle a 50% de ses productions qui sont des invendus et elle les brûle, ça c'est pas forcément très cohérent. Du coup, c'est pas grave en fait. Pour nous en tout cas, ce qu'on dit c'est on est toujours dans une démarche d'amélioration et pour nous-mêmes en fait on se l'applique aussi. Le but c'est de pouvoir d'inclure en fait le consommateur dans cette démarche d'amélioration, consommateur et autres en fait. Il y a plein de professionnels aussi qui peuvent interagir en fait dans ces processus d'amélioration. Mais je trouve qu'aujourd'hui on oublie trop souvent en fait le client final qui finalement a pas accès aux informations ou peu accès aux informations et qui du coup va choisir sans connaissance de cause. Donc nous, on définit une marque comme étant transparente. C'est une marque qui est capable de dire la totalité en fait de ce qu'elle fait aujourd'hui et répondre à toutes les questions des consommateurs. Encore trop souvent, en fait, on voit, on a des consommateurs qui nous contactent sur Instagram et qui nous disent, j'ai demandé ça et ça, j'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous pouvez relancer? Et juste hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai commenté pour savoir où est-ce que c'était produit. Ils m'ont répondu que c'était produit en Chine. Après, ils ont supprimé mon commentaire et ils m'ont bloqué sur la page. Ça, c'est pas forcément très transparent, quoi. Non, effectivement. Là, c'est un peu le contraire de la transparence, quoi. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que quand on me pose la question, je donne un peu la même définition que toi. Je trouve qu'une marque transparente, elle doit dire ce qui va, mais aussi ce qui va pas. Et finalement, surtout ce qui va pas. Ouais. Donc, ouais, c'est intéressant. Et puis après, aller au-delà de ce qu'elle fait, en fait. Pour moi, une entreprise, c'est autre chose que juste une marque et une entreprise, ça va au-delà de juste la production et le vêtement en lui-même. Une entreprise, elle a une banque, elle a un fournisseur d'électricité, elle a une équipe, elle a un management, une gouvernance. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir avoir accès, en fait, facilement. Et c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Non, c'est vrai. Et puis c'est intéressant, ça fait parfaitement le lien avec la prochaine question que je voulais te poser. C'était justement sur l'éthique et votre éthique à WeDresser, parce que sur votre site, justement, vous détaillez tous vos engagements et tous ces choix que vous prenez en tant qu'entreprise. Donc, il y a les statuts, les financements, l'énergie, le soutien à des associations. Donc, peut-être que tu peux rapidement, dans les grandes lignes, revenir un peu sur ces choix et puis surtout nous raconter comment ils se sont imposés à vous, pourquoi vous avez fait ce genre de choix et pourquoi c'est important pour vous de le mettre en avant. C'est... Alors du coup, nous, quand on a créé WeDresser avec Antoine, c'était aussi pour montrer qu'il y avait d'autres modèles d'entreprise qui existaient, qui pouvaient marcher, on espérait que ça allait pouvoir marcher, et qui n'étaient pas basé sur le même système qu'on vit aujourd'hui en fait. Donc on a créé une entreprise dont on a écrit dans les statuts qui est de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, on réinvestit 50% des bénéfices dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est pas le cas pour la quasi-totalité des entreprises. Les bénéfices peuvent être redistribués en dividendes aux actionnaires. Nous, c'était pas notre but. Notre but, c'était vraiment de dire, ok, si on fait une entreprise à but qui a une utilité
général, on va réinvestir de l'argent dans cette entreprise. En fait, nous, on aura un salaire et puis on ne sait pas pourquoi on se payerait plus que les autres personnes qui contribuent au projet dans son ensemble. Et après, du coup, via ces statuts-là et via en fait le modèle d'entreprise qu'on avait envie de donner aussi avec Antoine, on s'est dit il faut qu'on soit cohérent sur la démarche sans pour autant ne pas être conscient de la réalité de ce que c'est que créer une entreprise au début. Il y a beaucoup de coûts, il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre. Donc voilà, il y a des choix qu'on a dû faire et pour lesquels on s'améliore aussi petit à petit. Du coup, fournisseur d'électricité, on n'en avait pas quand on était dans les coworking, on pouvait pas forcément décider de leur fournisseur d'électricité. Du coup, dès qu'on a eu la possibilité, une boutique, on s'est dit que on allait se tourner vers Enercop. Donc, on a une boutique et des bureaux qui sont alimentés par l'énergie verte. Après, du coup, pareil pour le choix de banque, on est allé faire. Antoine, c'est un ancien auditeur financier, donc il connaît quand même pas mal le sujet. Et du coup, on s'est quand même questionné. On voulait pas être dans une banque qui allait financer un projet comme We Dress Fair, mais à côté, financer un projet qui détruit la planète vraiment au cœur, quoi. Qui finance des énormes boîtes qui sont en train de détruire vraiment la planète. Et du coup, on s'est vachement questionné là-dessus. On est allé voir quelques banques, etc. C'est très, très compliqué de savoir pour la banque. C'est un monde vraiment particulier. Et finalement, les banques très éthiques, donc la NEF, qui est une banque aujourd'hui qui est assez reconnue pour être assez droite dans ses engagements, et la NEF, ils peuvent pas non plus aujourd'hui accueillir tous les projets comme le nôtre parce que c'est des projets qui sont à risque. Effectivement, puisque on est au tout début de l'aventure, on a à peine 2 ans d'existence, voilà, donc c'est normal que ces banques-là elles nous suivent pas dès le début. Et du coup, après, on est quand même obligé d'avoir une banque. Donc on a quand même choisi un département économie sociale et solidaire. On est à la caisse d'épargne et du coup, il y a certains choix de la caisse d'épargne qu'on ne partage pas et du coup, on essaye de le dire de façon très transparente sur le site aussi, en disant on a choisi ça parce que c'est ça qui s'imposait à nous à ce moment-là, mais demain, on essayera de faire autrement. Pareil pour nos serveurs. Les serveurs aujourd'hui de We Dress Fair, c'est pas des serveurs qui sont alimentés par l'énergie verte. Et on espère petit à petit qu'on puisse passer sur des serveurs, qui sont alimentés de façon plus éco-responsable. Mais voilà, on essaye d'être le plus transparent possible aussi sur notre démarche en globalité. Et en fait, la vraie raison pour laquelle on a fait ces choix-là, c'est qu'on voulait vraiment montrer on pouvait monter une entreprise de façon différente et que pour autant, on crée de l'emploi, pour le temps, on crée de la valeur et on était heureux dans notre travail. Ouais, bien sûr. Mais finalement, tu parlais de cohérence tout à l'heure. C'est ça la cohérence. C'est qu'on a de l'éthique ou on n'en a pas. C'est pas vraiment à la carte, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça en fait. C'est vraiment est-ce qu'on s'est questionné jusqu'au bout et en fait, si on se pose une question ou si quelqu'un nous pose une question de l'extérieur où on n'a pas les réponses, on a le devoir d'aller chercher en fait. Et sur le site aussi, vous écrivez nous avons créé We Dress Fair pour que la mode et le monde changent durablement. Donc, est-ce que tu penses que la mode peut changer le monde ? Alors c'est la mode, il y a une phrase qui m'avait vachement touchée à un moment, c'était la mode est le reflet du monde dans lequel on vit. Et je trouve que c'est particulièrement vrai. Cette phrase, elle est ultra vraie. C'est c'est l'époque où il y avait la France, elle était pleine d'ouvriers, etc. La mode, c'était des vêtements qui duraient dans le temps, qu'on se transmettait de génération en génération. Et puis il y avait vraiment ces côtés on voyait les disparités sociales avec les bourgeois qui étaient très très habillés de façon complètement différente de la classe ouvrière et en ce moment la mode elle reflète énormément le monde dans lequel on vit puisqu'on est sur un monde qui vit sur des ressources limitées et qui surproduit et la mode c'est clairement ce modèle-là encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que et en plus de ça, c'est un des secteurs qui emploie énormément de personnes à travers le monde. Et donc, je me dis que si la mode arrive à changer,
elle va arriver aussi à embarquer le changement pour d'autres domaines en fait. Et donc parce que ça touche aussi énormément de domaines, l'agriculture, ça touche plein de domaines différents qui vont faire que en entraînant un changement, on va en entraîner d'autres. Donc on sent quand même que t'es engagée dans tes propos, dans tout ce que tu racontes, et je me demandais déjà comment est né cet engagement, il vient d'où d'après toi? Alors là, gros point d'interrogation. Non, enfin gros point d'interrogation, je sais pas, mais j'ai eu une éducation, j'ai 4 frères et sœurs, on est 5 enfants, on a toujours eu une éducation très tournée vers l'autre. Du coup, ça m'a quand même ouverte à pas mal de solidarité en fait, et puis voir en fait ce qui se passait pas très bien aussi dans le monde. Donc c'est vrai que ça, on peut le voir sans rien faire. Et puis moi, il y a eu peut-être plusieurs actions qui ont fait que je suis passée à l'action. C'est que je crois que j'ai pas peur, et j'ai pas peur parce que quand j'ai commencé à entreprendre, j'avais très peur. et je sais pas comment, mais j'ai réalisé que je serais jamais à la rue. Et en fait, quand il faut absolument qu'on réalise la chance qu'on a aujourd'hui de vivre dans des familles qui ont une maison, qui ont, ma famille, ils n'ont pas des gros moyens, mais ils ont quand même de quoi vivre. Ma mère, elle a un jardin, elle a des poules, enfin. Et je veux dire, quand j'ai réalisé que je serais jamais à la rue, même il faudrait que, il m'arrive des grosses misères pour vraiment être à la rue. Quand j'ai réalisé ça, du coup, je suis passée assez facilement à l'action parce qu'en fait, j'avais plus de frein. Et je pense que ce qui est le plus dur, c'est le premier pas. Et dès qu'on a fait le premier pas, c'est un petit peu comme gravir une montagne. Quand on est tout en bas, c'est dur. Quand on arrive au sommet, c'est plus facile. Et c'est un peu ça en fait. C'est le premier pas est le plus difficile. Puis après, en fait, le premier, on entraîne d'autres. Donc je pense que je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est très intéressant. J'aime beaucoup ta réflexion sur tout ça. Et non, c'est hyper intéressant. Et ça t'apporte quoi de t'engager avec ton entreprise dans ton quotidien, d'être engagé comme ça? Tu vois, comme je te disais tout à l'heure dans la recherche, je commençais à perdre un petit peu le sens de mon travail, je savais plus trop pourquoi je travaillais, etc. Là, c'est complètement l'inverse en fait. Tous les jours, je me dis, ce qu'on fait avec We Dress Fair, c'est qu'on met en avant les marques de mode qui produisent et qu'on sait qu'ils font les choses très très bien. Donc, on participe à les faire grandir. Et ça, je trouve que, à notre humble hauteur, parce qu'on n'est vraiment pas si gros aujourd'hui, mais et du coup, ça, c'est hyper chouette d'avoir autour de nous des gens qui sont tellement convaincus. C'est vraiment, ça donne une énergie de fou. Et à côté de ça, moi, le deuxième truc, c'est pouvoir avoir une équipe. Chez We Dress Fair, on est 3 associés, mais il y a une équipe à côté de nous, des gens qui sont super engagés avec nous, qui sont ultra précieux pour toute cette motivation et cette énergie aussi. Et pouvoir leur créer un emploi qui a cette valeur-là, je sais combien ça compte. Et quand on ouvre un poste chez We Dress Fair, on a plein de gens qui postulent et des gens qui sont souvent en reconversion professionnelle et qui disent moi je veux plus travailler dans des entreprises qui n'ont pas de sens pour moi, dont je sais pas pourquoi je travaille. Et j'aimerais tellement pouvoir qu'on embauche tous ces gens-là dans des boîtes de l'économie sociale et solidaire. J'aimerais trop que ce soit genre le monde de demain. Aujourd'hui, ça commence, ça commence à changer beaucoup. Mais je pense que c'est ça, en fait, qui me drive tous les jours, ouais. C'est avoir tous ces gens-là à côté de moi. Ouais. Et si je te dis que tu es une personne engagée, tu me réponds quoi? Je pourrais être plus engagée. Oui, je suis assez engagée. En tout cas, j'essaye de, justement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est de répondre à toutes les questions que je me pose. Donc, quand j'étais biologiste,
J'avais vraiment aucune notion de l'économie dans laquelle on vivait en France, le système dans lequel on vivait en France, mais vraiment aucune. Moi, j'étais experte dans un domaine, mais alors le système politique et économique dans lequel je vivais, j'en avais aucune idée. Et quand j'ai commencé à creuser la question, je l'ai creusée un petit peu, je vais pas dire jusqu'au bout, mais parce que je suis pas une experte en économie aujourd'hui, mais je suis allée chercher vraiment des choses qui nourrissaient en fait cette curiosité-là et qui pouvaient répondre à mes questions. Et je pense que c'est ça en fait l'engagement. C'est pouvoir faire des choix, mais en toute connaissance de cause. Et tu es aussi ce qu'on appelle aujourd'hui une entrepreneuse sociale, finalement. Et j'aimerais bien que tu me donnes ta définition de l'entrepreneuriat social, parce qu'on l'entend beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde. Voilà, quelle est ta définition à toi de cet entrepreneuriat social ? Alors, la chose qui rassemble les entrepreneurs sociaux, c'est la recherche d'une utilité générale. Donc, c'est toute entreprise qui a pour but une utilité générale et pas pour but un profit. Ce que je dis souvent, c'est que les entrepreneurs sociaux, ils répondent à un besoin réel dans l'économie réelle et que certaines fois, d'autres entrepreneurs dans la Startup Nation, ils font l'inverse. Ils créent des besoins de choses dont on n'a pas besoin dans l'économie, pas forcément très réelle. Ok, non, c'est une bonne définition, j'aime bien, c'est assez clair et je pense que ça parle à tout le monde. Donc, j'aime bien ta définition. Et on parlait un petit peu tout à l'heure des entreprises transparentes, des entreprises qui osent dire ce qu'elles doivent améliorer pour être encore mieux. Et justement, avec We Dress Fair, où est-ce que vous voulez aller ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer ? Quelles sont vos ambitions un petit peu dans le futur ? Pour comprendre où vous emmenez l'entreprise. Nous, on aimerait aujourd'hui intégrer toutes les marques qui nous demandent d'intégrer, on a validé tous les engagements. On a une trop petite équipe encore aujourd'hui pour pouvoir répondre à la demande. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de demandes de marques qui sont en attente d'intégration. Et en fait, on est trop petit pour pouvoir répondre à tout le monde et on peut pas intégrer tout le monde aussi. Il y a des marques qui sont aujourd'hui au tout début et ce qu'elles ont besoin, c'est pas forcément d'une marketplace comme We Dress Fair, mais c'est d'accompagnement. Du coup, il y a toute une partie consulting qu'on aimerait bien potentiellement développer. On sait pas, on se pose des questions un petit peu là-dessus. Et en tout cas, ce qui est sûr, là où on veut amener We Dress Fair aujourd'hui, c'est de développer la partie marque pour pouvoir vraiment répondre à chaque consommateur et chaque besoin de consommateur. Donc aujourd'hui, on aimerait que chaque personne qui a besoin de consommer de la mode, j'appuie sur le mot besoin, qui puisse en fait trouver son alternative via une marque de mode engagée. Et que ce soit facile à trouver et qu'il ait les informations claires. Et du coup, ça demande quand même pas mal de taf derrière. et sur toute la partie sensibilisation, aujourd'hui, donc on sort de la Fashion Revolution, on a fait toute une campagne de sensibilisation autour du greenwashing. Et on aimerait que ça soit plus vu encore comme contenu, que ça puisse être vraiment partagé de façon générale c'est encore trop peu partagé par la presse, je trouve. La presse qui partage ces informations-là, c'est souvent la presse qui est déjà très engagée. Nous, notre but, c'est de pouvoir toucher en fait tout type de consommateurs de mode aujourd'hui qui puissent être informés. Parce que nous, on le dit, c'est nul ne choisit s'il ignore, et c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, si on achète de la mode et on sait pas, on choisit pas en fait, on nous l'impose. Et la plupart du temps, c'est ça. On sait pas dans quelles conditions a été fait nos vêtements, dans quel pays même des fois, quelles sont les matières qui composent ce produit, où est-ce qu'elles ont été produites, quel ont été l'impact sur la planète de ces matières. Et du coup, il y a trop peu d'informations encore qui circulent. Donc nous, le fait d'appuyer sur ces campagnes de sensibilisation, non seulement ça permet aux consommateurs d'être plus conscients et plus éveillés, mais ça permet aussi de montrer aux marques qu'on est là et que les consommateurs sont là et au rendez-vous et qu'ils ont envie de plus d'informations et que du coup, il faut que ça change beaucoup plus vite que c'est en train de changer aujourd'hui.
Ouais. Et c'est marrant, là, en t'écoutant parler, ça me fait penser à une question au niveau de la presse. Tu dis, voilà, c'est pas encore assez relayé. Est-ce que tu as l'impression que la presse de mode en France est suffisamment engagée sur ces questions de mode responsable, où il y a encore beaucoup de travail? Parce que moi, de mon regard, j'ai l'impression que, par exemple, à l'étranger, je pense à l'Italie, où certains magazines s'étaient plus engagés récemment, mais est-ce que d'après toi, c'est suffisant aujourd'hui ou il y a encore un énorme travail à faire de leur côté? Alors moi, je trouve que les médias aujourd'hui, je ne sais pas s'ils se rendent compte du pouvoir qu'ils ont, mais ils ont un pouvoir énorme de changement envers les entreprises et les consommateurs. Et je trouve que les magazines de mode français, ils en font clairement pas assez aujourd'hui. Quand on parle de mode encore, je pense qu'on en parle beaucoup plus qu'avant, hein, mais, de mode éthique et de consommation de données. Mais c'est trop souvent du relais d'information. Donc trop souvent, c'est ils ont vu un communiqué de presse passer, donc ils vont relayer un communiqué de presse, ils vont le repartager, etc. Mais ils creusent pas les questions. J'ai vu trop peu de journalistes aujourd'hui venir me voir et me poser vraiment des questions, aller jusqu'au bout et creuser la question, quoi. Et c'est trop souvent en fait, ça reste quelque chose de très superficiel et ils vont par exemple juste chez nous, ils font ça assez souvent, ils vont prendre un jean, ils vont faire une capture d'écran du site et ils vont dire le jean éco-responsable disponible sur We Dress Fair. Bah non, en fait, non, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que derrière vous expliquer la démarche, etc. Du coup, il y en a qui font les choses très bien, mais qui sont des magazines engagés et qui sont vus comme des magazines engagés. Mais pour moi, la presse généraliste de mode n'en fait clairement pas assez. Ouais. Puis en plus, c'est eux qui vont réussir à changer les mentalités profondément, je pense. Mais exactement. Voilà. On a besoin de cette presse généraliste, elle est indispensable aujourd'hui. Ouais. Alors après, il y en a Fashion Network, qui relaient pas mal quand même, mais c'est pareil, ils restent très neutres. Donc c'est forcément, c'est un petit peu le parti pris de la presse, de la presse aussi, mais moi j'aimerais bien qu'ils creusent un peu plus aussi des fois les sujets. Ouais. C'est marrant parce qu'on me posait la question récemment du rôle des journalistes dans cette prise de conscience globale, alors pas seulement sur la mode, mais d'une façon plus générale sur un mode de vie plus responsable. Et moi je suis plus partante pour prendre parti justement. Ouais. Que je suis sûre qu'aujourd'hui encore le journalisme très objectif, en tout cas sur ces questions de protection de la planète, peut encore exister. Je pense qu'on peut pas être objectif, donner la parole à la fois aux climato-sceptiques et aux gens engagés. Ça marche plus aujourd'hui. On est tellement dans une urgence qu'à mon avis, on doit plus se mouiller et plus prendre parti pour les belles initiatives, les initiatives qui vont dans le bon sens, quoi. Ouais, et tout en s'appuyant sur des faits qui sont vérifiés. Ouais. Et c'est d'autant plus important en fait de pouvoir montrer qu'on a une opinion et qu'on la choisit clairement, mais qu'en fait elle sort pas de nulle part, quoi. Elle est étayée par énormément d'informations aujourd'hui qu'on a et qui sont disponibles et qui sont sourcées et vérifiées. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, je me posais aussi la question tout à l'heure. Tu parlais de rendre disponible au plus grand nombre des alternatives responsables quand on cherche des vêtements. Mais il y a la question du prix qui s'impose aussi. Est-ce que vous avez des critères en termes de prix de vêtements que vous mettez sur votre site ou pas? Je dis ça parce que la dernière fois, je regardais une vidéo sur Brut, je crois, et les critiques sur une démarche de mode responsable, alors je ne sais plus laquelle c'était vraiment le prix du vêtement. C'est exagéré, nous on peut pas se l'offrir, voilà. C'est vrai que l'argument du prix aujourd'hui, il est pas mal décrié, sauf que du coup nous on essaye d'expliquer la question. On va pas dire et on essaye de pas répondre en disant mais non c'est pas cher, parce que c'est cher, c'est vrai, c'est plus cher. Mais on répond en disant voilà à quoi vous participez quand vous dépensez cette telle somme d'argent. Il faut savoir aujourd'hui, sur une basket de la très célèbre marque à virgule, 70% du prix de cette basket, c'est dépensé derrière en marketing et communication. Donc ça veut dire que 70% de la basket que vous venez d'acheter, c'est pour avoir la publicité quand vous allez faire avec votre sac que vous venez de sortir de cette marque. Enfin, vous venez d'acheter cette paire de chaussures, la publicité qui est 20 mètres plus loin. Donc, vous avez financé la publicité qui est 20 mètres plus loin. En général, les marques de mode éthiques, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout le cas.
quand vous avez acheté un produit, vous avez financé les personnes qui travaillent derrière et les matières premières qui sont plus durables et qui ont fait moins de mal à la planète. Du coup, c'est revoir aussi derrière, c'est quoi la signification du prix. Et d'ailleurs, nous, on est en train aussi de travailler là-dessus en disant, ok, quand vous achetez sur WeDressFair, qu'est-ce que vous financez? Et bien, sur WeDressFair, vous n'allez pas financer les actionnaires, par exemple. Sur WeDressFair, vous allez financer, il y a des salaires, vous allez financer des campagnes de sensibilisation, voilà, tout ce genre de contenu derrière. Donc, on va essayer aussi de savoir sur le prix d'un vêtement et d'essayer de vous dire, en fait, quelle est la somme qui est dépensée pour telle action ou telle action. Et ça, on pense que c'est important parce que c'est pareil, le consommateur aujourd'hui, c'est un acteur. Et en fait, à chaque fois qu'il va consommer quelque chose, il vote pour le monde dans lequel il veut dans lequel il veut vivre dans le futur. Et le fait de pouvoir avoir accès à ces informations-là, du coup, c'est encore lui donner la possibilité de choisir en toute transparence. C'est vrai que le prix, ça reste encore aujourd'hui quelque chose qui est compliqué. Et je pense qu'il le sera tout le temps. Et il y a une autre chose, c'est qu'il faut revoir derrière sa façon de consommer. Et là aussi, on essaye de le dire sans être moralisateur. Mais aujourd'hui, quand on consomme 3 jeans par mois, le prix de 3 jeans par mois, ça fait peut-être le prix d'un seul jean en mode éthique qui va durer plus longtemps. Donc voilà, on essaye toujours d'être dans la pédagogie. C'est vrai que c'est une question qui est sensible, ouais. Ouais. Et j'aimerais bien aussi terminer la discussion sur, alors même si on n'a pas de boule de cristal, mais un peu sur l'après, pour avoir ton avis sur si on devait imaginer l'avenir de l'industrie textile et de notre monde après toute cette crise, parce que on entend beaucoup de prises de parole, mais moi j'aimerais bien avoir ton avis sur cette question. Il serait comment cet avenir de l'industrie textile après tout ce qu'on vient de vivre? Ouais, c'est un peu compliqué parce que du coup il y a 2 modèles qui s'opposent un peu, quoi. Et du coup, on espère que y a le modèle de toutes ces marques de fast fashion qui du coup vont surproduire, etc. Et du coup sont dans un système sur des ressources limitées, etc. dont on connaît la limite du modèle. Et de l'autre côté, il y a les petites marques de mode qui sont en train de se monter, il y en a qui sont assez établies, mais qui se montent sur des circuits plus courts, sur une traçabilité complète de leur chaîne. Et du coup, ces 2 mondes aujourd'hui s'opposent un peu. Pour l'après, nous, ce qu'on prône et ce qu'on pense, et ce qu'on voit aussi des consommateurs aujourd'hui, c'est qu'on retourne et je dis, c'est rigolo, c'est un lapsus révélateur parce que c'est vraiment ce que c'était avant. On retourne vers du coup le système plus de chaînes plus courtes, donc de chaînes de production qui sont plus humaines, à taille humaine, sur des marques qui sont peut-être aussi plus petites, mais qui n'ont pas pour objectif de devenir le monopole du monde entier, mais qui du coup connaissent tous leurs sous-traitants, qui travaillent avec eux main dans la main, etc. Et qui sont capables du coup de réagir à des crises comme les crises qu'on a connues, qu'on est en train de connaître en ce moment, qui sont en fait aujourd'hui, qui font preuve aujourd'hui de transformation hyper rapide de leur chaîne de production pour fabriquer des masques et des blouses. Enfin, c'est assez hallucinant ce qui se passe. Alors que les grosses entreprises, elles ont plutôt moins bien réagi et du coup, même ça en a fait des crises en cascade et puis des drames en cascade, qui ont débouché des fois sur la fermeture d'usines dans des pays sur lesquels eux, ils ont absolument aucun contrôle et qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a des centaines, des milliers d'ouvrières dans ces pays-là qui ont plus d'emplois. Donc c'est vrai que nous, on pense le monde de demain et on espère le monde de demain fait de marques qui sont à taille humaine, ou du moins un peu plus à taille humaine, qui connaissent la traçabilité complète de leur chaîne de valeur, qui connaissent presque tous les gens en fait qui travaillent pour leur marque, qui sont capables de changer rapidement en fait de modèle, et qui sont plus sur cette hypothèse complètement qui aujourd'hui n'a plus de sens, de se dire on va vendre du volume
et on va se faire, enfin, sur un business model de vente de volume, à un coût qui est dérisoire, mais plutôt sur un modèle de on va vendre à un prix juste à des gens qui en ont besoin. Voilà. Et quand tu entends, parce qu'il y a eu beaucoup de prises de parole de la part de géants de l'industrie textile, faire des promesses de changement, faire des promesses sur tout ça, dire qu'ils vont revoir toute leur façon de travailler et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Tu les crois? Il y a deux catégories. Il y a ceux qui, il y a ceux qui font des promesses non vérifiées et il y a ceux qui font des promesses vérifiées. Donc ceux qui font des promesses non vérifiées, c'est ceux qui vont dire des choses sans étayer de faits. Ça, je les crois pas du tout. C'est-à-dire, tant que moi, j'ai pas tu peux me dire, dans 2050, je vendrai plus de plastique individuel. Tant que je l'ai pas vu, en fait, je peux pas dire oui, c'est bien ou non, c'est pas bien, quoi. J'ai juste, ok, c'est un fait. C'est comme si tu m'avais dit, il fait soleil aujourd'hui, quoi. Et puis, ceux qui sont étayés de faits, c'est un peu différent. Du coup, on sait que, la démarche, elle est enclenchée. C'est bien. Souvent, c'est enclenché aussi par bizarrement, mais des actionnaires qui poussent pour le changement. Pour X ou Y raison, hein. Il y en a qui sont très engagés, des actionnaires qui ont envie que ça change, et puis il y en a, c'est un petit peu du risque, c'est-à-dire la gestion de risque. Aujourd'hui, l'image des marques est très risquée quand on continue à faire de la production massive. Et après, je dirais, il y a... Du coup, moi, je les crois que quand, on peut étayer de faits mesurés, et mesurés par des cabinets indépendants, s'il vous plaît, parce que mesurés par vous, ça ne veut absolument rien dire. Et après, je crois aussi beaucoup ceux, et ça n'est encore malheureusement jamais arrivé, mais qui remettent en question leur business model complet. Et ça, c'est en fait, pour moi, leur premier tort aujourd'hui, c'est d'essayer de faire des rustines. Donc, c'est comme s'ils trouaient une baignoire en continu, puis ils essayaient de mettre une rustine dessus à chaque fois. Ils continuent encore de trouer la baignoire. Du coup, moi, ce que je leur demande, ce que j'aimerais leur demander, et ce qu'on essaye aussi de dire, c'est arrêtez de trouer la baignoire. Donc, déjà, essayez d'abord de voir quel type de business model vous pourriez revoir pour du coup, déjà changer beaucoup de choses, quoi. Et ça, j'ai quand même du mal à me dire que ça va changer. Je partage assez ton point de vue et ton analyse. De toute façon, c'est vrai qu'on n'a pas de boule de cristal et c'est pour ça que je mets beaucoup de pincettes dans ces questions, mais je trouve qu'elles sont intéressantes aussi à évoquer et notamment de donner la parole des entreprises déjà engagées, parce que comme je trouve qu'on entend beaucoup les géants de l'industrie faire beaucoup de promesses. Moi j'ai aussi envie d'entendre encore une fois les entreprises à taille humaine qui sont engagées, qui ont envie d'aller plus loin, et puis des femmes aussi, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui nous font beaucoup de promesses. Donc c'est intéressant d'avoir d'autres voix qui s'élèvent dans ce monde d'après, quoi. Donc merci pour cette analyse. De rien. Et alors on arrive à la fin de notre discussion et avec la dernière question rituelle de ce podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie? J'ai lu la question avant et j'avoue que j'ai réfléchi. Et en fait, on me l'a déjà posé et je crois que j'ai jamais répondu un non exact parce que moi, mes modèles, c'est des modèles de femmes fortes. Depuis que je suis toute petite, je regarde tous les Miyazaki. Je sais pas si tu connais, mais c'est que des exemples de femmes fortes dedans qui font changer le monde. Et du coup, que ce soit quand j'étais petite ou maintenant, en fait, je m'attache beaucoup à ces modèles de femmes qui essayent de faire changer le système sans a priori, donc qui essayent de continuer ce qu'elles font sans se dire je vis dans un monde de mecs, sans se mettre de barrières, quoi. Et ça, je trouve que c'est juste génialissime d'avoir, en fait. Il y en a tellement aujourd'hui, c'est pour ça que je pourrais pas citer un nom en particulier, mais il y en a plein qui donnent une énergie folle, en fait, à moi, et je pense à beaucoup d'entrepreneurs féminines pour vraiment continuer à faire ce qu'on fait et essayer de faire changer les choses aussi dans la cause dans cette cause qui m'est chère de l'égalité homme-femme, du moins de la cause féministe en général. Ouais.
Mais en plus, c'est difficile, je trouve, quand on s'engage dans l'industrie textile, de pas avoir cette cause-là à cœur, parce que tu l'as dit, hein, c'est pas mal d'ouvrières quand même qui subissent tout ça à l'autre bout de la planète. Donc moi, c'est vrai que cet engagement féministe, il en a pris une autre dimension encore plus avec mon engagement dans l'industrie textile. Ouais. Quoi. Donc, c'est sûr. Je comprends qu'ils sont importants pour toi. Et écoute, merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, j'ai été ravie de te donner la parole. Merci à toi. Merci à Marie d'avoir participé à cet épisode de Nouveau Modèle et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.